This ain't one body's story. It's the story of us all. We got it mouth to mouth, so you gotta listen it and remember. Cause what you hears today, you gotta tell the birthed tomorrow. I'm looking behind us now, across the count of time, down the long hall, into history back. I sees the end, what with a start. It's poxiclips full of pain. And out of it were birthed crackling dust and fearsome time. It were full-on winter, and Mr. Dead chasing 'em all, but one he couldn't catch. That were Captain Walker. He gathers up a gang, takes to the air, and flies the sky. So they left their homes, said bye-bye to the high scrapers, and what were left of the knowing, they left behind. Some say the wind just stoppered it. Others reckon it were a gang called Turbulence. And after the wreck, some had been jumped by Mr. Dead, but some had got the luck, and it leads 'em here. One look and they's got the hots for it. They word it planet Earth, and they says, we don't need the knowing, we can live here. Time counts and keeps counting. They gets to missing what they had. They get so lonely for the high scrapers and the video. And they does the pictures so they'd remember all the knowing that they'd lost. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoï. Oh, ton cul. C'est mon génie. As the world falls around us, how must we brave its cruelties? Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission de Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Pour une émission spéciale, non pas un petit truc en plus, j'étais à deux doigts quand même de faire la blague pour tout le monde, mais on va être sérieux. Parce qu'on l'a pas vu. 2 secondes, déjà parce qu'on l'a pas vu. Et ça serait pas sérieux. Pas alors que tu as vu, toi, déjà 5 fois Furiosa, Mad Max Story, c'est comme ça que c'est ce titre, Mad Max Saga. Saga, excuse-moi, tu vois, c'est pas très... Moi, je l'ai vu qu'une seule fois, donc évidemment, ça sera ton émission. Ce film de George Miller, tant attendu, qui malheureusement ne fonctionne pas assez à notre goût. En tout cas, on va pas s'étendre forcément là-dessus. Nous, l'idée, c'est de revenir sur ce film et pourquoi il nous a plu, pourquoi il nous apparaît comme vraiment important. Donc on a déjà beaucoup évoqué Fury Road depuis sa sortie en 2015. Déjà, ouais. C'était il y a longtemps. Moi, c'était la première chose qui me marquait presque avant de faire cette émission. Il aurait pu sortir l'année dernière. J'ai l'impression que ce film nourrit toutes les conversations de cinéphiles qu'on a depuis sa sortie. En fait, que tous les ans, il y a un moment ou un autre où revient de toute façon Fury Road dans les conversations de cinéma pour
telle ou telle raison en fait. Et ça me fait bizarre de me dire ça fait déjà 7 ans en fait qu'est sorti cet objet en fait. 9 ans. Ouais. 9 Ouais. ans. 9 ans, la vache, on est vieux. Ah, tout le monde est vieux, c'est terrible. Moi, c'est une des rares fois où j'ai eu l'impression d'assister à la naissance d'un classique instantané, quoi. Enfin, on a des emballements de cinéphiles régulièrement quand même, encore heureux. Mais de voir un film dont s'empare une large majorité du public et qui intègre on va dire la pop culture, ouais, c'est ça, la culture générale, ouais. la culture dominante et sur lequel nous, en tant que cinéphiles, on se dit mais ouais, enfin voilà, qui nous met d'accord. C'est la première fois en fait, je pense. Là, il y avait Sinon, quelque chose. j'étais trop jeune, il y avait Titanic ou des trucs C'est comme vrai, ça. non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir en effet comment Fury Road est devenu un maître étalon du cinéma d'action en particulier, mais du cinéma en général en fait depuis 15 ans ou plus d'ailleurs, depuis la fin des années 2000. Voilà, il y a eu un objet comme ça qui regroupe en effet et que tout le monde aujourd'hui a à peu près vu en plus, donc qui fait partie vraiment de cette culture en effet populaire, cet espace commun même du cinéma. C'est-à-dire que comme Avatar, c'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être aussi Avatar qui rentre là-dedans. Il n'y a pas que Fury Road, mais le fait est que là, depuis en effet sa sortie, Fury Road revient régulièrement et on essayait de se rappeler aussi, nous, ces sentiments qu'on avait pu avoir à la sortie de Fury Road qui vont nous ramener à Furiosa. On va pas refaire une émission sur Fury Road, bien évidemment, on en a fait déjà pas mal et on continuera d'en faire régulièrement si besoin pour rappeler aux gens à quel point ce film est vraiment super. Mais voilà, on pouvait avoir en effet quelques inquiétudes, nous aussi, par rapport à cette Furiosa. Petit retour en arrière, je me rappelle, moi, du coup, et tu étais d'accord visiblement avec moi aussi, qu'à la sortie de Fury Road, au premier visionnage et même au 13 suivant, on avait eu cette impression de se dire, voilà, il y a un univers qui nous est proposé mais qui nous est pas montré, qui nous est de loin de ces différents décors. Il y a la citadelle qui est le décor principal de Fury Road et puis ses routes, mais on passe à côté de Bullet Farm et puis de comment s'appelle l'autre, Gastown, voilà, qu'on ne verra jamais, qui vont nous créer du désir. On se dit, bah voilà, on sait que Miller sait très bien comment sont ces deux autres espaces importants, mais on va pas rentrer dedans, on va pas les voir en fait. On sait aussi que Furiosa, elle a un passif important. Elle apparaît dans Fury Road comme un personnage justement mystérieux, mystique même, iconique en tout cas, doté d'un passé, mais qui nous mais voilà, mais qui reste mystérieux. Et c'était assez merveilleux aussi. Moi, c'est ce qui faisait une des grandes qualités de Fury Road, c'était justement ce mystère qui crée du désir. Et c'était très important. Il y en avait particulièrement besoin, je pense aussi, au mi-temps des années 2010, d'avoir du cinéma qui crée comme ça du désir pour autre chose. On savait évidemment que Miller avait d'autres projets pour montrer justement la face immergée de l'iceberg, grosso modo. Et je pense que c'était pas spécialement une question de désir, parce que moi effectivement, je partageais avec toi en tout cas ce premier rapport que j'avais pu avoir avec Fury Road, hein, c'est-à-dire que de l'idée d'un goût de trop peu en me disant mais cet univers est tellement extraordinaire, mais en fait j'en connais pas assez, tu m'en donnes pas assez en termes informatifs, et c'est plus voilà ce truc du côté informatif où je n'avais pas. Mais la deuxième vision, ça s'était complètement évaporé. Je m'étais dit, mais en fait, ça c'est un pur réflexe de geek ou de spectateur d'écriture sérielle ou d'écriture d'univers étendu de type jeu de rôle ou jeu vidéo, jeu de simulation et tout ça qui fonctionne vachement sur on crée un monde imaginaire et on va vous montrer ce que sont les règles du jeu. Voilà, dans Dune ou dans Star Wars, on a cette cité de l'espace qui est dans les nuages, on a une ville avec que de la forêt, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, il y a différentes ethnies, et après ça va pouvoir être exploité dans un jeu vidéo, dans un jeu de société, dans un jeu de rôle et tout ça. Et c'est vrai que dès la deuxième vision de Fury Road, je m'étais dit, mais en fait c'est tellement incroyable la densité d'écriture de Fury Road que au final, le fait de juste voir Immortan Joe qui dit, qui va dire voilà il y a un McFestin, on va là et tout ça, mais en fait rien que dans ce terme de syncrétisme de mettre le mot McDonald avec le Valhalla, tu dis mais en fait déjà tout est dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher une sorte de cosmogonie supplémentaire par rapport à cette icône mythologique là. Elle induit en elle-même tout un truc qui est déjà quelque chose de très qui est parfait quoi, voilà, qui est auquel on croit. Mais alors du coup justement on arrive à Furiosa, le projet était annoncé depuis longtemps déjà, on savait qu'il y aurait Furiosa, on savait déjà qu'il voulait le faire depuis longtemps de toute façon, que ça allait même avec presque Fury Road.
il y a l'inquiétude justement de se dire est-ce que ça va pas se développer comme ça pourrait se développer avec toutes les séries Star Wars justement qu'on voit, tous ces objets qui ne servent à rien, hein, grosso modo, mis à part à entretenir un commerce sériel justement. Enfin, cette écriture et ce commerce en fait que nous on décrit depuis quelque temps, Furiosa pourrait rentrer complètement là-dedans. Moi, c'était l'inquiétude que j'avais. Je m'étais dit, vu que j'étais parti de ma première vision de Fury Road à la deuxième, où je m'étais dit, c'était très très bien que cette densité d'écriture-là laisse suggérer un univers qui avait une pleine existence sans même rentrer dans un registre purement informationnel. Le fait d'aller chercher, d'aller créer la backstory, d'aller montrer la backstory d'un personnage qui était vraiment une icône, où on savait qu'on allait aller voir les autres deux cités, Gastown et Bullet Farm, qu'on allait les voir un peu plus précisément. Je me suis dit, on va rentrer dans une écriture feuilletonesque. Et je me rappelle que même quand on avait parlé de Avatar, c'était exactement le même rapport que j'avais eu à mon premier visionnage de Avatar 2. Je m'étais dit, il m'avait manqué. C'était une discussion houleuse. La première discussion sur Avatar 2, c'était houleux entre nous. La densité d'écriture de Avatar, qui avait un argument scénaristique relativement simple, qu'on a vachement critiqué, hein, justement, que ceux qui n'aimaient pas Avatar critiquaient vachement. Voilà, c'est Pocahontas, c'est Danse avec les loups, on a déjà vu 1000 fois. Oui, mais la densité, pour moi, d'écriture qu'il y avait là-dedans, comment il arrivait à saisir tous les enjeux théoriques, mythologiques, symboliques qu'il pouvait y avoir dans cet archétype, enfin cette situation peut-être archétypale, en tout cas cette sorte de synthèse un peu de conte, c'était parfait. Et Avatar 2 me paraissait beaucoup plus délayé un peu tout ça et aller justement dans cette sorte d'exploration de l'univers. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on part par exemple sur Avatar 2, et on pourrait penser à la même chose au début de Furiosa, à partir du moment où on part sur l'exploration en effet d'un univers parallèle ou expansif en tout cas du premier, on se dit c'est bon, c'est parti en fait pour être justement on peut le déployer c'est ça, ouais. Moi, je mets souvent ça. Il y a deux types d'énergie là-dessus en termes dramatiques. On pourrait dire il y a les énergies centrifuges et les énergies centripètes. Là, clairement, l'écriture sérielle, c'est centrifuge, c'est-à-dire que ça peut se déployer à l'infini, et ça délaie tout, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui est le cœur de ton projet, le cœur émotionnel, le cœur thématique de ton projet, va se délayer d'infini. Il va perdre en intensité. Alors que Fury Road, c'est pour ça que je le préférais peut-être, et encore, je l'ai pas encore revu Furiosa assez. Je préférais toujours peut-être Fury Road à Furiosa parce qu'il y a une densité d'écriture et justement il y a tout ce truc vraiment purement centrifuge du film qui fait que cette densité-là crée une émotion et une intensité dans la représentation des thématiques donc on avait déjà un petit peu dit, sur lequel on reviendra parce qu'il y a évidemment des échos dans Furiosa, mais qui est absolument magistral à mon sens. Alors que Furiosa, effectivement, est quand même plus, ne serait-ce que par le fait qu'il n'ait pas d'unité d'action, que ça se passe sur un temps extrêmement long, qu'il ait deux personnages principaux et qu'il ne soit pas... Et beaucoup de personnages secondaires. Et des personnages secondaires, mais que même les deux personnages principaux, finalement, partagent très peu de temps d'écran. On est dans une écriture... non pas parallèle, on n'est pas dans une écriture sérielle de type on prend là, pas un film choral non plus, mais par contre ils partagent pas un temps d'écran finalement si énorme que ça. Et on a évoqué un autre film, je crois que c'est le moment aussi, mais par rapport à cet écriteur là, c'est Le Parrain en fait, parce que c'est pas nouveau. Tout ça en fait, tout ce qu'on raconte c'est pas nouveau et moi j'avais eu cette impression avec le parrain 1 par exemple, qui est un film justement qui est parfait en fait pour moi justement par rapport à cette forme d'écriture que tu évoques et il y a beaucoup de débats qui sont un peu stériles selon moi, mais sur c'est quoi le meilleur, c'est le Parrain 1 ou le Parrain 2. Le Parrain 2 est aussi merveilleux, mais le Parrain 2 lui aussi justement reprenait, et il y a beaucoup de liens avec Furiosa, mais vraiment sur cette écriture justement le Parrain 2 tout de suite justement se développait. Et moi en revoyant le Parrain 2 régulièrement, parce que je le vois souvent, c'est un film merveilleux, tu te dis c'est génial, évidemment c'est peut-être même mieux que le premier encore, sauf que contrairement au Parrain 1 qui est parfait, il n'y a rien à y toucher, le Parrain 2, à chaque fois que je le revois, je me dis on pourrait rajouter peut-être une scène, on pourrait peut-être en retirer une, alors ça serait peut-être problématique là, mais on pourrait en rajouter en fait, parce que justement j'ai le sentiment que le Parrain 1, il n'y a rien à toucher, le Parrain 2, on pourrait développer encore
plus, tu vois. On aurait pu étirer encore ces histoires, et ça aurait été génial, Oui, sans ouais, doute, ouais. mais il n'y avait pas un besoin, en fait, Non, mais je pense que oui, ouais. pour le récit, pour le cœur du film, justement. C'est ce grand truc, c'est le cœur du film. Et le Parrain 2, en fait, on pouvait en rajouter presque, en fait. Mais c'est assez juste, et puis ça touche aussi ce que peut être... moi, je pense que la comparaison avec le Parrain 2, elle est juste pour parler de Furiosa, parce qu'il y a un truc que fait le Parrain 2 sur le Parrain, c'est presque un commentaire sur le Parrain. C'est-à-dire que le Parrain, il y a un côté très mythologique dans le premier Parrain. Non pas, et je pense qu'il était visible à l'époque, hein. C'est pas parce que maintenant le Parrain est devenu une sorte de mythe ou je sais pas quoi, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment une sorte un pouvoir de fascination. On mystifie totale, justement des personnages, qu'ils soient bons ou mauvais, Exactement. en fait. C'est qu'à l'époque, et je pense toujours maintenant, c'est sensible dans le Parrain, on est devant un truc qui est de l'ordre du non pas du mythe, c'est pas que Coppola filme on va dire l'Olympe, mais il y a quelque chose qui est on a pu le reprocher d'être romantique, par exemple le Parrain. Ce serait pas le bon adjectif, mais ça peut toucher du doigt un peu ce que je veux dire. Alors que le Parrain 2, on va dire, au contraire, va aller contre ce romantisme-là pour dire, bah voilà, toutes les énergies hyper négatives. On voit toute la qui ont mené à ces cruauté, icônes-là. on va rentrer dans le gris, en fait, beaucoup Complètement. plus, tout en ayant derrière soi, en fait, déjà cette image, justement, de l'iconicité, de la mythologie, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive avec déjà des personnages qui sont, en effet, iconiques, mythologiques quasiment, ils sont installés en fait, et on va rentrer dans l'art et on va montrer tout le gris de ça, même si évidemment dans le premier Parrain et comme dans Fury Road, les personnages n'étaient pas montrés dès le premier épisode comme des saints, c'est pas ça dont on parle, hein, évidemment, quand on parle de mythe ou d'icône, voilà, c'est pas... Et on savait évidemment mais on rentre dans beaucoup plus de gris en fait, et on va trifouiller l'art de tout ça. Disons qu'il y avait une dimension beaucoup plus archétypale dans le Parrain 1, un côté presque conte, hein, qui fait que tout le monde va... bon, c'est pas, et on en fera un jour notre émission sur le Parrain. Voilà, il faudra qu'on s'y colle, mais parce que c'est c'est incroyable, mais c'est assez intéressant parce que je pense que Fury Road, là où il est génial aussi, c'est qu'il est là où il a mis tout le monde d'accord, et que Furiosa mettra beaucoup moins de monde d'accord, et en premier lieu le public en termes de massif. C'est que Fury Road, il y a un côté iconique évident dès le départ. Il y a un côté mythologique dès le départ. Il y a un côté archétypal dès le départ. Que ce soit pour le personnage de Max, comme de celui de Furiosa, comme celui de Immortan Joe, c'est-à-dire que tous les personnages, justement, ont tout de suite cette installation. Toute cette sorte tous les personnages, y compris les totale. patrons, justement, de Bullet Farm. Voilà. Exactement. Et ça va, à la limite, ça va presque... Moi, je pense qu'en tout cas, toute la saga Mad Max, qui est une des plus grandes sagas, justement, peut-être avec le Parrain de l'histoire du cinéma, c'est qu'elle fonctionne sur ce... Enfin, on va dire que tous les personnages de chez Mad Max, ils sont toujours tiraillés entre trois états. Ça va être leur état de personne, leur état mythologique et leur état de pure enveloppe charnelle, quoi. Et je pense que tous les Mad Max naviguent entre ces trois pôles-là, et tous les personnages naviguent entre ces trois pôles-là. Si on regarde le premier Mad Max, voilà, Max, dans le premier Mad Max, il commence comme une pure icône. La mise en scène telle qu'il Miller le met en scène et tout ça, c'est une pure icône. Après, c'est un personnage, on le voit avec sa famille et tout ça. Après, ça devient une enveloppe charnelle, il est démoli et tout ça. Il redevient une icône, mais pas la même qu'au début, une icône beaucoup plus noire. Dans Fury Road, c'est pareil. Max, au début, évidemment que c'est une icône, parce que c'est Max. Il y a eu 3 films auparavant, mais il est devenu directement, il passe d'icône à enveloppe charnelle. C'est des films qui doivent aussi jouer avec justement ce qui s'est fait avant. Complètement. Hein, donc, et là, de toute façon, c'est pour moi, on parle pas encore complètement de Furiosa, mais je pense qu'on en parle en parlant de ça. C'est que Furiosa parle de tout ça, justement. De ça. Mais pour revenir un petit peu sur ce truc de Fury Road, tout le truc fonctionne comme ça. C'est-à-dire, si on prend le Immortan Joe, c'est une icône qui se sert, qui a conçu son statut d'icône pour transformer des pures enveloppes charnelles, et en leur disant je peux me servir de vous en tant qu'enveloppe charnelle parce que vous allez devenir des icônes, vous allez mourir historique sur la Fury Road en agissant à mon sens. Donc ces personnages de Warboy par exemple passent de statut d'enveloppe charnelle à icône directement, sans passer par le statut de personne. Dans Furiosa, il y a encore des séquences merveilleuses. Et le seul personnage de Warboy qui va devenir une personne à un moment, c'est Nux, quoi, qui est
presque Dans le Fury seul, Road, le ouais. seul héros. En Ouais. fait, celui qui a le trajet du héros, qui va vraiment oui. connaître tous les trucs Alors du, qu'on a, du héros. Ça, c'est assez fascinant. Mais ceci dit, d'un premier abord, je pense que le côté de Fury Road, il est purement mythologique. Là, ce que fait Furiosa, là où il peut se rapprocher un peu du Parrain 2, c'est qu'on est dans quelque chose qui est complètement beaucoup plus... non pas réflexif, parce que je pense que ça c'est pas vraiment ça, Furiosa. Il y a un côté C'est pas du évidemment postmoderne de ou quoi que saga. ce soit. Non. C'est-à-dire qu'il Disons qu'en fait, il reste dans le romanesque constamment. Il faut Complètement. vraiment garder ça disons en tête. que Miller, il est très très fort. En fait, c'est un très très grand, c'est un très grand cinéaste qui sait très très bien raconter des histoires. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien raconter aussi les histoires, qui sait très très bien raconter ce que c'est l'acte de raconter, qui sait très très bien montrer les implications de ce que c'est l'acte de raconter et aussi l'acte que les gens ont de se raconter eux-mêmes. La grande réussite que personne n'attendait, je pense, dans Furiosa, c'est évidemment le personnage de Demontus. Le personnage de Demontus, du méchant, c'est extraordinaire. C'est ce qui a surpris un peu tout le monde. Furiosa, éventuellement, on pourrait se dire le trajet, il est relativement balisé. C'est un revenge movie. Voilà, on sait, il va lui arriver un truc, elle va traverser C'est des déjà épreuves. une icône. Et ben- Elle a déjà eu le droit avec Fury Road à Bien avoir. sûr, mais on Elle va a déjà avoir, acquis voilà. son statut justement. Complètement. Et le récit de Revenge Movie, c'est une structure scénaristique qui a fait ses preuves, qui continuera à faire ses Et qui est preuves. la même et que qui celle de marche Mad bien. Max, du premier Mad Max, justement. qui en fait. pourrait avoir ça. Mais Demontus est un personnage relativement inédit, en tout cas chez les Mad Max, et encore que non, mais en tout cas, c'est un personnage que moi, je ne me pas le souvenir d'avoir vu aussi bien ailleurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une conscience aiguë de... donc, il a tellement une négation de ce qui fait de ce qui est sa Donc propre on est parti sur personne. Dementus là. Il fuit complètement ce Ok. que c'est sa propre personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a sûrement vécu les mêmes abus que C'est ce qu'il que dit en Max tout et cas. tout ça. hein. Il a été dépouillé de tout ce qui le faisait son être, en tout cas ses proches et tout ça. Et c'est quelqu'un qui est dans l'auto-représentation perpétuelle, qui se réinvente à 3 reprises dans le film, qui est d'abord Dementus. Dementus c'est- le blanc. Limite, c'est White Dementus. Il arrive, c'est presque une figure christique ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, hein, il arrive dans la tente, on se croirait à Bethléem. Après, ça va être Red Dementus. Si, mais c'est ça parce qu'il parle, il a une façon de parler aussi qui est très différente à chaque stade. En effet, la première apparition, il est avec son voile blanc, il parle de façon très calme, très posée. Il est en train de rassurer cette jeune Furiosa à laquelle âge elle a même pas 10 ans, et il la rassure, t'inquiète pas, tout va bien se passer, alors il a évidemment des plans machiavéliques derrière la tête peut-être, mais et puis oui, en effet, comme tu dis, il y a cette transformation, Dementus le rouge ensuite. Quand Et il va après, Dementus the Great. Et après, Red Dementus. Enfin, le Black Dementus. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est le seul. C'est l'un des personnages, en effet, les plus fascinants du film. J'allais dire, c'est le seul qui n'a pas encore justement son statut d'icône. Enfin, Il fait que de la réinventer. Il n'a ouais, je sais. Non, et c'est juste que avant qu'on parte, parce que Dementus, pour moi, ça va être un gros morceau. Et c'est vrai que je repensais à Immortan Joe et on évoquait le fait que tous les autres personnages avaient déjà un statut d'icône. Et puis là, on allait pouvoir revenir. Et avant de partir sur Dementus, parce que je pense que c'est un gros morceau, et vu qu'on évoquait Furiosa, il y a Immortan Joe, donc évidemment, qui était un personnage central de Fury Road. Là, il revient comme un personnage secondaire. On va rien apprendre de particulier sur lui, en fait. Et il garde encore tout son mystère, justement, de comment il en arrive là. C'est-à-dire que et avant, justement, que j'oublie tout ça, c'est-à-dire que j'évoquais le mystère, les mystères qui pouvaient entourer Fury Road sur les différents décors, sur plein de choses. Tout n'est pas défloré dans Furiosa, en fait, et il reste encore énormément de mystères, ce qui laisse espérer justement qu'un jour Miller, avant de mourir, parce c'est un vieil homme, puisse continuer tout ça. Et Immortan Joe, par exemple, c'est un personnage qui est extrêmement iconique, qui est très important dans Fury Road, qui reste important dans Furiosa, même si beaucoup moins iconique. Mais beaucoup moins iconique. À part dans la première scène, éventuellement. Mais justement, tu dis, mais il y a pareil, il reste encore justement dans tout cet univers encore énormément de choses qui restent mystérieuses pour moi, et ce qui crée de l'attente
aussi en fait. Il reste encore du mystère énormément de Furiosa. Pardon, et du coup on revient sur Dementus parce que c'est vrai que mais par contre on est parti sur un gros morceau parce que pour moi c'est un personnage quand même très très fascinant et en effet la Furiosa finalement au bout d'un moment elle passe entre guillemets pas à la trappe parce que c'est elle de toute façon qui va guider le récit, mais Dementus interprété par Chris Hemsworth, on pouvait pas en espérer forcément grand chose même s'il a joué avec Michael Mann, mais c'est surtout Thor en fait, mais là il est particulièrement bien cassé ce personnage là en effet qui a du pouvoir, qui inquiète en fait, mais qui est idiot aussi en fait. En fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, et là je pense que c'est important, c'est quelqu'un qui n'a aucun savoir-faire politique. Ça, il y a ce truc qui est fascinant dans Furiosa, c'est que à la limite, elle nous montre ce qu'on pourrait dire de Furiosa à la base dans le monde du Westland, c'est que c'est quand même vachement plus cool d'habiter quand même dans la citadelle parce que c'est un ordre fasciste. Donc c'est-à-dire que c'est un ordre, alors que vivre avec les anarchistes nihilistes menés par Dementus, c'est la catastrophe, quoi. Enfin, c'est la catastrophe parce que tout est instable. On peut pas, quand lui il se retrouve à la tête de Gaston, lui-même n'y arrive pas. Les scènes, c'est hilarant. Enfin, c'est hilarant et hyper inquiétant. C'est inquiétant. C'est en que effet, lui, il gère rien. Il a nul. aucune. C'est un enfant. Ouais. C'est pas que c'est un enfant, mais c'est qu'il y a un truc où il ne sait pas et ça ne l'intéresse pas. Il n'arrive pas à se faire respecter. Il n'arrive pas à créer un ordre en fait. Il essaye. Je pense qu'il n'essaye pas parce que lui... il crie comme calmez-vous, ça suffit, asseyez-vous. Mais autour de lui, en fait, il y a personne qui l'écoute. Non, complètement. Il y a un truc qui, alors, c'est vrai qu'on ne sait même pas par quel bout le prendre le film parce qu'il est vraiment d'une richesse incroyable. Mais moi, il y a un personnage que j'ai pas vu beaucoup commenter, mais que j'adore dans le film, c'est Smeg, c'est son bouffon. C'est le mec qui fait que de l'accompagner, qui est toujours à deux doigts de lui et qui fait que d'imiter de façon un petit peu outrancière toutes les émotions que Dementus cherche à véhiculer. Donc on a un mec, un vieillard, enfin un mec à 70 ans mais qui se grime en vieillard et qui fait que de faire des mimiques pas possibles. Dès que Dementus il dit je suis pas content, il est là en train de froncer les sourcils. Donc il y a tout un effet comme ça où voilà, Dementus c'est quelqu'un qui est dans une sorte de représentation. C'est quelqu'un qui sait très bien que pour avoir sous son emprise les différentes bandes de maraudeurs et tout ça, il faut en imposer d'une certaine façon. Il faut avoir des gens autour de lui aussi, mais en fait. Au fond de lui-même, il sait que, en fait, il en a rien à branler. À la fin, quand l'histoire est finie, il a cette phrase géniale quand ils doivent tous se séparer, il dit bon écoutez, on va pas s'attarder là-dessus. On a fait des grandes choses, c'était cool. Allez, salut. C'est pour ça qu'elle a la limite. Non, mais ça peut paraître tout ça en fait. Je comprends en fait certains reproches qui peuvent être émis envers le film. C'est-à-dire qu'en effet, ce personnage paraît, je pense, un peu léger. Pour beaucoup de spectateurs. Il est beaucoup moins iconique parce que lui, il fait que de rechercher sa propre iconicité. C'est ce qu'il dit à Furiosa. Il dit mais est-ce que tu auras assez de choses en toi pour devenir épique, quoi, pour make it, faire de ton truc un truc épique. Parce que lui n'a pas réussi. En fait. Mais et en fait, après je te laisserai peut-être continuer, mais c'est vrai que c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué moi sur ma seule vision de Furiosa, c'est pour moi Dementus était très représentatif de notre époque. C'est-à-dire que c'est ce personnage-là évoque pour moi énormément en fait. Je vais pas dire la jeunesse parce que je vais pas être pour un vieux con, mais notre époque en général d'ailleurs en fait occidentale du moins en tout cas. En effet, il arrive à avoir du pouvoir. On ne sait même pas comment il a pu l'avoir. C'est assez mystérieux. Il doit dégager un truc. En tout cas, il est suivi par des gens. Il a réussi à avoir un pouvoir. On ne sait pas comment dans le film. Il a eu ce pouvoir, mais il l'a. Mais il ne sait pas quoi en faire. Il ne va pas savoir quoi en faire. Il apparaît comme un enfant, en fait, régulièrement. Et il va exploiter son pouvoir suivant une émotion du moment, vraiment, quoi, en fait. Ah oui, il va oublier aussi, tu vois, par exemple, Furiosa, il va l'oublier alors qu'il a torturé sa mère, qu'il l'a pourchassé pendant des jours, qu'il sait plus la faire, mais il va quand même oublier, en fait, ce personnage-là à un moment. Il va passer il voit un sac s'envoler, il va le poursuivre, en fait. Ouais. Ce personnage est en effet un peu idiot, mais malgré tout, il a du pouvoir, il inquiète, il est cruel. Après, aussi, en fait. Voulait dire, effectivement, pour moi, effectivement, ça pourrait paraître simpliste, mais c'est vraiment exactement
ce qu'on peut ressentir devant des personnages politiques type Trump. On dit c'est pas Mais c'est possible. ça en fait. C'est pas possible que ces mecs-là, voilà. Mais il y a ce Mais truc-là. malgré tout, il parvient à avoir autour de lui Complètement. en fait un petit groupe, celui dont tu parles par exemple, qui va chercher constamment, en effet, t'as l'impression d'avoir son approbation en fait pour survivre presque en Ouais, fait. mais je pense que l'autre il est encore plus génial, mais ça, je pense que j'y reviendrai plus tôt. C'est que ça donne un côté. Le film Furiosa est très distancié. Il y a des effets de distanciation dans Furiosa qu'il n'y a pas dans Fury Road. Non, Ce qui et fait oui, oui. un film moins aimable quelque part, pas moins immédiatement ravageur que peut l'être Fury Road. Et ce personnage du bouffon, de ce mec là, il participe et grandement. Mais je pense que voilà, moi ce que je trouvais génial dans Fury Road, c'était cette sorte d'allégorie du capitalisme forcené, c'est-à-dire voilà de cette exploitation de ressources totales, que ce soit le lait maternel, le sang, le pétrole, l'eau et tout ça, qui faisait que voilà, il fallait que ce personnage d'Immortal Joe gérait ce trajet des différents fluides, l'exploitation des ressources, des corps humains, des machins qui étaient et de la planète et tout, qui était hallucinant, mais il le complexifie encore la donne politique, on va dire, dans ce registre de conte Miller, en y adjoignant ce type de leader complètement taré qui est effectivement me très, fait très penser aussi contemporain. à Tuco, moi, du Bon, la beauté et le truand, en fait. C'est-à-dire que ce rapport, en effet, où Tuco passe pour un guignol, en fait, sauf que ce guignol, entre guillemets, il est pas bête, en fait. Enfin, c'est la différence, c'est que Tuco est pas censé être bête, mais il y a ce côté guignol, en fait, qui laisse un peu de légèreté aussi au spectateur, en fait. Ouais, C'est-à-dire que le film est assez cruel et assez violent, très. y compris par rapport à Fury Road. C'est-à-dire qu'on se retrouve par rapport via une espèce de cruauté qui était propre justement au premier Mad Max, plus qu'au suivant même en fait. Parce que les personnages justement, tu sens qu'ils sont prêts à aller à peu près jusqu'au bout de Disons leur qu'il- bêtise, et pour s'amuser, ils vont en effet écarteler quelqu'un en fait. En quoi. fait, le film il essaye de répondre clairement à la question qui est posée au tout début et qu'on a entendue après notre générique, hein. C'est-à-dire en ces temps troublés, comment on fait, quoi, voilà. Et ils sont tous en train de chercher des solutions là-dessus, quoi. Et lui, la solution, elle est plutôt assez littéralement exposée par Dementus lors du face-à-face final, hein, avec Furiosa, où il dit mais Attention ouais, non, spoiler, mais attention c'est comme, spoiler. de toute façon, évidemment qu'on va spoiler comme des tarés, hein, mais et de toute façon, c'est lui, il fait ça juste pour pas avoir à penser à ce que c'est sa personne, en fait, quoi. Sa personne, c'est sûrement peut-être quelqu'un, un mec qui aimait une femme, qui avait des enfants, il a tout perdu, il est avec cette douleur-là. Ça on il a sait pas, mais en décidé effet de rester en vie. c'est suggéré. Et lui, quoi. il essaye d'avoir toutes les sensations possibles, des simulations, des stimuli, on va dire, pour ne plus avoir à penser ça. Et il y a ce moment qui est génialissime, là, où il torture Praetorian Jack, où à un moment, il en a marre, il dit putain, je m'emmerde. Et d'ailleurs, on le je voit pas, m'emmerde. on le voit se faire torturer, Praetorian Jack, mais après, après il disparaît en fait. disparaît parce que voilà, il a été Alors, quand même, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ont oublié, Praetorian Jack, c'est cette espèce de simili Mad Max 2. Moi, il m'a un peu fasciné et assez agacé, c'est-à-dire qu'à la vision du film, j'ai été gêné par ce personnage, donc qui est présenté donc avec un maquillage, celui que Furiosa justement va arborer dans Fury Road, avec ce maquillage noir au-dessus du front, et qui va qui se présente dans Furiosa comme étant son mentor. Il va lui apprendre comment l'art de la guerre sur la route, tout ça machin, et qui en fait est présenté via l'image et la mise en scène de Miller, et via des répliques ou des costumes, comme un espèce d'ersatz de Max dans Mad Max 2. Alors, je t'en avais parlé à la sortie de la séance, je sais pas si toi tu la remarques. Il a même une réplique qui sort directement de Mad Max 2. Il a costume, il offre un fusil à Furiosa, qui est le fusil, espèce de fusil à canoncier que Max arbore dans les deux premiers Mad Max justement aussi, et il se présente vraiment comme ça, quoi. Et ce personnage-là est assez intéressant quand même, parce que malgré tout, il a assez peu de vécu, il accompagne justement
il véhicule en tout cas en fait cette imagerie que le public peut avoir de Mad Max en fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu choisir presque un sosie de Mel Gibson. Il a préféré choisir un sosie de Stacy Keach avec sa cicatrice sur la lèvre. Mais c'est un personnage qui est pas particulièrement charismatique en fait. C'est juste qu'il il véhicule en effet cette imagerie de Mad Max en fait, et il va la transmettre à Furiosa. Et il va terminer par se faire en effet torturer par Dementus. Transformé justement dans une pure. C'est ça, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est mélangé à la poussière. C'est comme ça qu'il termine, parce qu'on verra pas son cadavre, par exemple, on verra pas comment il meurt. En fait, on le voit pas mourir, on le voit se faire torturer, on le voit se faire mélanger. Même si non, mais elle dure longtemps, en effet. Mais c'est comme si justement il était mélangé à la poussière, en fait. C'est-à-dire qu'il est traîné derrière une moto qui tourne en rond. En fait, pendant très très longtemps, il est mélangé à la poussière, alors même que Furiosa, elle est pendouillée, et là, ça va être un moment important pour l'iconicité justement de Furiosa, puisque c'est le moment où elle perd son bras. Donc c'est un moment important, parce que moi je sais que pendant la séance, je me suis dit, bah voilà, j'attends impatiemment de voir comment est-ce que Furiosa elle perd son bras. Pour moi, c'était un des moments très importants de sa figure de Mikael. En fait, c'est le Furiosa d'avoir un bras en moins, c'est important. Comment est-ce qu'elle le perd son bras? Et il y a un côté déjà déceptif en fait dans ce truc-là, parce que finalement, tu la vois pas. Tu vois le résultat, mais tu la vois pas perdre son bras. Et puis lui, à ce moment-là, en fait, il disparaît dans la poussière. Et donc, en fait, il m'a annoncé à ce moment-là, et c'est aux 3/4 ou 2/3 du film, je ne sais plus, voilà, que le final du film ne sera pas le baroud d'honneur qu'on a pu avoir dans Fury Road. En fait, on est dans un autre objet, on n'est pas dans le même sorte de récit, et je te raconte pas la même histoire en fait, quoi. Et je te donne pas tout ce que tu veux non plus. Furiosa va pas perdre son bras dans un grand combat final, par exemple. Ce personnage qui lui donne à elle énormément peut-être d'espoir, une histoire d'amour, de quoi être régénéré. Ce personnage, c'est pareil, il va disparaître sans justement avoir le droit d'avoir un grand moment en fait. Ouais, mais ceci dit, et je pense que c'est un truc, moi je sais que le film m'a cueilli à 100%, vraiment à partir du moment où il y a eu son apparition. En fait, et j'aimais le film dans mon premier visionnage et tout. J'étais hyper content de ce que je voyais, mais ça m'a complètement cueilli à l'apparition de ce personnage-là. Parce que aussi, peut-être que l'apparition de ce type-là, je me dis, tiens, c'est quoi ce succès d'année de Max, et que l'effet d'avoir un succès d'année de Max, mais qui soit pas Max, qui soit un routier. Enfin, c'est un routier, le gars, quoi. Oui, complètement. Et c'est un mec qui bosse pour un grand vilain, quoi. Donc c'est pas Max, quoi. C'est pas un mec, Max, qui bosse pour Papageno ou je sais pas quoi, dans Mad Max 2. C'est un mec qui est un routier, un mercenaire qui bosse pour Immortan Joe, quoi. Mais il est présenté comme une icône, mais de la meilleure des façons. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit un seul mot, que les mecs ont déjà parlé de lui. Oh, regarde, c'est Praetorian Jack, c'est le plus grand traverseur du Westland, machin. Et il a une économie dans la présentation du truc qui c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'au début, c'est clairement le mec, c'est une icône. C'est totalement une icône. Et ça, il va amorcer, moi, qui est ma scène, je suis pas le seul, hein, mais qui est juste hallucinante. Oui, non, ça, je soutiens. La sortie du War Rig, là, tu dis, mais comment c'est possible ils ont construit un nouveau camion que Fury Road, quoi. Ils ont construit un nouveau camion dans une. Alors, encore une fois, je comprends les gens qui sont gênés. Par exemple, il y a une séquence de mise en scène accélérée sur la construction de ce War Rig, où l'image est en accéléré de ce machin. Moi, j'aurais préféré peut-être une séquence un peu plus à la Sorcerer, où on construit la machine. Mais le film, il est entièrement en accéléré. C'est pas le genre. C'est pas le genre de Miller, mais voilà, on construit un nouveau War Rig qu'on verra peut-être après dans Fury Road. Et bref, on va lancer le nouveau camion qui va être capable de traverser le désert, en fait, un truc super costaud. Et donc, en effet, on invite ce personnage à le conduire parce que c'est le plus fort. Et Furiosa, elle est encore petite et elle va se cacher en dessous, quoi. Et là, on va avoir une séquence, je sais pas combien de temps elle dure. J'ai entendu les gens dire 20 minutes. Moi, j'ai pas vu les 20 minutes passer. Donc je pense que c'est 20 minutes, un truc comme ça. Je saurais pas qu'à dire si ça dure 5 minutes ou 25 minutes parce que pour le coup, c'est le 6 que on a affaire à une séquence et en même temps,
Je me rappelle avoir eu des émotions d'action devant cette séquence. Je me rappelle évidemment les éléments visuels voilà, qui l'entourent. Et ça rappelle les décors, la mise en place de Fury Road. C'est-à-dire que t'as une grande route, t'as un camion qui traverse, les gens qui l'attaquent autour, en fait. C'est le cas aussi de Mad Max 2, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment une mise en place qui est similaire depuis 82. C'est-à-dire qu'un gros camion qui traverse une route et puis plein de gens autour qui veulent avoir ce camion, l'arrêter et puis s'en emparer. Voilà. C'est con comme truc en fait, c'est vraiment super con comme truc. Et à partir de là, j'ai vraiment, ça faisait très longtemps, j'ai eu des émotions d'action, c'est-à-dire pas de m'inquiéter pour les personnages, c'était pas ça exactement qui me provoquait des émotions, parce que ça c'est ça peut m'arriver. Déjà t'as pas d'émotion là-dessus quoi. Ça peut arriver. J'ai de bons souvenirs de Speed, par exemple, qui pour moi est un très grand film d'action. Là, je parle vraiment des plus grandes scènes d'action de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que c'est l'action elle-même, le mouvement, la façon dont c'est orchestré, peut-être. J'ai beaucoup de mal à mettre mot là-dessus, mais qui me procure vraiment. J'ai eu des émotions. C'était pas de l'inquiétude pour les personnages, ce qui va leur arriver. Mais il y a un truc. Enfin, moi, cette scène-là, elle est juste hallucinante, quoi. Enfin, même il faut revenir formellement, parce que là, on parle beaucoup en truc de thématique et tout ça, mais il y a un truc sur lequel on adore, voilà, les Mad Max, c'est aussi que c'est prodigieux en termes d'action, et effectivement. Mais il faut rappeler à quel point le type, c'est un formaliste de fou furieux, et qu'il a peut-être jamais aussi bien montré que là-dedans, quoi. C'est que la scène, elle s'ouvre sur c'est vraiment un pur truc géométrique, quoi. Hein. C'est vraiment, elle s'ouvre, cette scène-là, sur un plan de face de cette route-là, parfaitement symétrique, avec le vide, avec au fond, c'est le plan Laurence d'Arabie, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette brume de chaleur, et au fond, on distingue, en tout cas quand on le voit au cinéma, un petit point noir, un pixel qui serait le War Rig, qu'on devine arriver. Voilà, il y a une moto qui arrive dans le champ, et à cette ligne droite-là, il y a un arc de cercle, et puis après, tu as un plan oblique latéral, et là, qui fait une sorte de panoramique, où tu as trois types qui refont des ronds, et après, ça arrive de partout. Et ce qui est génial dans ce truc-là, c'est que, on pourrait dire, c'est de la course-poursuite. La course-poursuite, c'est quoi ? C'est de la ligne droite. Il y a un truc qui avance, il y a des trucs qui arrivent sur les côtés, il y a des trucs qui arrivent avant, qui arrivent derrière. Et il faut retrouver juste pas que la ligne droite elle soit complètement droite et d'arrêter de vouloir nous arrêter, quoi. C'est ça formellement un truc, c'est de la pure géométrie. Déjà Miller, c'est ouf à quel point il complexifie complètement le truc, parce que là, non seulement par rapport à Fury Road qui était déjà prodigieux là-dessus, lui il rajoute des trucs sous le camion, parce que tu as Furiosa qui est sous le camion, et il rajoute des trucs au-dessus du camion, c'est-à-dire au-dessus. Ah, ce qu'il y avait déjà dans Fury Road, ça, par contre. Sur le camion, il y avait déjà dans Fury Road. Sur le camion, mais au-dessus du camion, non. C'est-à-dire qu'il y avait. Ah oui, non, oui, c'est ça, oui. Il y a un deuxième niveau, oui. Maintenant, tu as des ULM, tu as des parachutes et tout ça. Donc, il complexifie complètement l'équation. C'est-à-dire que comment on doit rétablir cette ligne droite ? Il y a la route, il y a un camion qui le traverse, il y a cette pureté formelle-là. On avance, et comment il faut la rétablir. Et le plan, c'est la scène, c'est de la pure géométrie pure. C'est-à-dire qu'on a ce truc-là, cette sorte de droiture latérale et tout ça, de ce truc qui avance avec ce personnage de Praetorian Jack qui a une économie de mouvement d'acteur, le Tom Burke. Ah bah oui, là pour le coup, il fait rien. Enfin, je veux dire, non mais comme Tom Hardy, il en faisait pas plus. En fait, c'est ça. Tu sens. Il a choisi Mel Gibson. Mel Gibson, c'était la même chose. C'est Max, il exprime pas de choses. C'est un des principes du héros. Ouais. Clint Eastwood a ça et tout ça. Moi, tu en fais. Gary Cooper. Mais ce truc-là, en termes de mouvement, il y a ça. C'est-à-dire que ça. Ce truc-là, moi que j'ai vu plein de fois, parce que bossant dans un cinéma, je pouvais me reprojeter la scène. Je me sais même écouter la scène sans l'image et regarder la scène sans le son. Dire mais c'est prodigieux, quoi. C'est prodigieux, ça marche avec le son, ça sans le son ça marche. Que avec le son ça marche aussi. Tu te rends compte que même la musique de Junkie XL, Tom Hickelbourg, elle est très minimale là-dessus. Hein. C'est vraiment une sorte de base rythmique point barre qui s'arrête même de temps en temps. Il n'y a pas vraiment du Hans Zimmer, quoi. Mais c'est juste une base rythmique. Il n'y a pas vraiment ça dans Hans Zimmer. C'est de la basse chez Hans Zimmer. Mais en fait, c'est vraiment comment retrouver. Et le plan, la scène se ferme sur le même type de plan, quoi. Sauf qu'il y a Furiosa plein phare, alors que sinon on n'avait que la route. Et à la fin, ça se ferme. Il n'y a que Furiosa en plein milieu de la route, toute seule, quoi. Et
mais c'est prodigieux, et je pense que là où je suis pas d'accord avec toi, où tu dis il y a une pure émotion d'action, c'est que cette scène-là, elle serait nulle s'il n'y avait pas des tas d'enjeux humains évidemment, dedans. non mais évidemment, Et quand en je dis- fait, c'est là où il y a une densité d'écriture qui est géniale. C'est que c'est dans le chapitre qui s'appelle Le clandestin. Et on se rend compte qu'il y a 3 clandestins dans cette scène-là. T'as évidemment Furiosa. C'est la clandestine pure et dure qui est sous le camion, qui s'est mise dedans parce que voilà, elle veut rejoindre la Green Place. Elle est là alors qu'elle n'a pas le droit. L'autre clandestin, c'est Tom Burke qui bosse malgré lui pour Immortan Joe et qui est là, mais qui doit jouer un rôle. C'est un clandestin lui-même, on va dire. Et il y en a un autre qui est, moi, ce personnage-là que j'ai trouvé génial, alors que je me suis dit, c'est peut-être un peu facile, mais en fait, c'est génial. C'est l'enfant Warboy, quoi. C'est le nain, le mec, le nain Warboy, qui est une sorte de proto-Warboy. Un mec, un enfant qui dit bah toi tu vas être un Warboy, et puis lui bah il est là, mais moi j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être un Warboy, en même temps je me fais un peu chier, mais quand c'est que je vais pouvoir actionner mon jouet? Il joue avec son spray dans les choux-fleurs et tout ça dans le truc, il finit par crever. C'est hallucinant. Et en fait ça raconte des fois déjà ces deux personnages là, et ça raconte leur rencontre. Et moi à chaque fois que j'en vois cette scène, à la fin je suis hyper ému, quoi. Je me dis, c'est Et incroyable, ça ce qui se raconte passe. aussi justement l'espèce de renaissance de Furiosa aussi, en fait. C'est-à-dire que Complètement. cette séquence, elle n'est pas gratuite, c'est pas juste une séquence d'action pour faire Ah bah non. plaisir Ouais, aux non. spectateurs. Mm. C'est que c'est un moment charnière, puisque c'est le moment où justement Furiosa va changer en fait de position à tous les niveaux, position Bah, disons- sociale, puisque justement Ouais. elle Elle va- deviendra elle va- suite à ça en fait justement une protégée entre guillemets De d'Immortan Immortan Joe Joe. via Ouais. voilà. Mm. Et puis elle montre au reste, enfin du monde entre guillemets, aux spectateurs, et puis aussi à son futur boyfriend, qu'elle est capable en fait, et qu'elle voilà, qu'elle a des capacités. Et donc c'est à partir de là justement qu'elle devient justement cette femme, enfin ce personnage fort en fait. Oui, bien sûr, mais ce personnage fort, mais qui en même temps se fait sur la base d'un compromis. C'est ça Ouais. qui est très étonnant. C'est pour ça qu'à chaque fois tu peux les revoir, les films, tu te dis, mais c'est hyper étonnant. C'est comme se dire qu'à la fin de Fury Road, voilà, Furiosa, elle monte, c'est génial, mais non, en fait, elle va devenir une dictatrice. Furiosa. Tiens, Et ben, parce à la qu'on fin, on arrive à la fin de l'émission et il déjà, est temps voilà. de revenir sur. Non, mais Mm. on a le temps quand même de revenir justement sur la fin de Furiosa et la fin de Fury Road. Parce que vu qu'on est parti sur les spoilers, là pour tous les gens qui n'ont pas vu le film, de toute façon, j'espère que vous. Bon, ils le bon. savent, hein. Mais il y a un truc particulier sur quand même la fin de Furiosa. Qui, moi, quand on sort du film. Moi, en sortant du film, j'avais un sentiment il me manque un truc. C'est cette fin déceptive en fait, puisque ça se termine pas en effet, même si on était préparé à ça, par une grande scène d'action, un grand duel. On n'est plus dans du Léon justement, c'est-à-dire qu'il a pu nous laisser à des moments croire qu'on était dans un film de Léon, Le Bon Hotel Truand ou autre chose. Et on a pu nous faire croire ça en fait à un moment. Alors ça va peut-être pas te Avec plaire, les mais je pense que la fin, il y a un précédent à ça, mais c'est Kill Bill 2 en fait. Non mais voilà, justement, mais c'est peut-être pour ça que ça m'a pas plu, hein, mais enfin ça m'a pas plu. Que je sortais du film avec un truc, bah, il me manque quelque chose. J'ai envie de voir la suite en fait. Mais c'est le final, c'est pas un grand duel, une grande scène d'action. On n'est pas là-dedans du tout. Au contraire, c'est un grand dialogue. En effet, t'évoques Kill Bill 2. Je pense que c'était pas le premier à faire ça, mais là j'aurais du mal à trouver le précédent. Mais le fait est que le conflit final, alors que Miller, on l'a suffisamment dit, que ce soit pour Fury Road ou d'autres, et même pour celui-ci d'ailleurs, c'est un grand metteur en scène via l'image en fait. Là, ça va se faire beaucoup par du dialogue, la résolution Il y a du sûrement conflit. plus de mots dans cette scène-là de confrontation entre Dementus que dans tout Fury Road. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a C'est plus de mots là-dedans. Le final, c'est un dialogue en fait, c'est un conflit dialogué entre les deux personnages où Dementus, qui est face à Furiosa, lui explique voilà que il peut bien la tuer, ça servira à rien, comme une résolution du premier Max. Parce qu'en revoyant le premier Mad Max, c'est assez fascinant comme de se dire que il a évacué le Toe Cutter voilà, dans un accident voilà, il s'est pris un camion, qu'ensuite il s'est quand même vengé de façon un peu sadique sur un autre,
mais sa femme n'est pas encore morte, son pote n'est pas encore mort, ils sont tous les deux à l'hôpital, mais lui, il est déjà de toute façon transformé en monstre, en fait, quoi. Et tout ce qu'il a fait, ça servira à rien, et puis les autres sont encore à l'hôpital, et ça s'arrête là-dessus. Point. Ça ne sert à rien. Et là, c'est ce qui est explicité par le dialogue. Dementus qui dit à Furiosa, qui lui réclame de lui rendre sa mère, de lui rendre sa jeunesse. Il lui dit déjà ça sert à rien, je pourrais pas. Et en plus de toute façon, même si tu me tues, ça va servir à quoi en fait, à rien quoi. Alors, c'est déjà quelque chose qui a déjà pu être dit dans plein de films de vengeance, j'imagine bien. Enfin, oui, bien sûr, c'est une ligne de base. Mais sauf que le truc de la vengeance, c'est que ça. Il y a la dimension cathartique du récit de vengeance qui est et là, le spectateur, inhérente au récit de vengeance. ce qu'il y a qu'en général, Là, n'importe la quel autre catharsis, film, non, elle est pas là. c'est ça, exactement. C'est-à-dire que n'importe quel autre film de vengeance, en effet, comme tu le dis, le spectateur, à chaque fois, quand même, ressent une satisfaction. Là, non, évidemment, on ressort Même de là. dans on Mad se dit- Max, tu peux être Ah non. heurté de façon morale. Oui, Dans mais, Mad Max, mais, mais la voilà, mais catharsis, il a soulagé son énergie, en Ouais. fait. Là, Furiosa, elle n'a pas soulagé son énergie, et la seule chose qui nous reste à la fin, c'est quand elle va aller grosso modo, ça se termine comme ça, elle va chercher les femmes d'Immortan Joe, elle les rentre dans son camion, et c'est comme si elle poursuivait sa vengeance, et que Fury Road, c'est juste une poursuite de sa vengeance, parce que, mais voilà, évidemment, comme d'autres films, je pense au Justice dans la ville, hein, qui se termine où on se dit que le type, il n'aura jamais fini, parce qu'il n'a pas justement retrouvé les tueurs de sa femme. Enfin voilà, on retrouve justement cette espèce de... Alors, non pas d'ambiguïté, mais on nous fait comprendre que cette vengeance, évidemment, elle est vaine et elle pourra jamais être satisfaite, en fait. Et Furiosa ne sera jamais satisfaite. Bien sûr. Et il y en C'est a- ce qu'on nous fait comprendre à la fin de Furiosa. Et du coup, ça nous ramène à la fin de Fury Road. Oui, ou la fin de Fury Road, effectivement, de toute façon, ça c'était Melvin, hein, Z, le grand spécialiste intergalactique de Mad Max, hein, qui m'avait, la première fois en tout cas, signalé ça, où tu dis, mais ouais, mais il y a, lui, ce qu'il suggérait comme un problème là-dessus, c'est que tu dis, mais cette fin très épique, avec cette musique un petit peu pompeuse de tambourinage et tout ça, genre hyper épique avec Furiosa, mais... il manque un petit peu un truc tempéré qui dit ben non mais qu'est-ce qu'elle va mais en fait elle revient à la citadelle et elle va sûrement remplacer ce patriarcat par un matriarcat hyper despotique quoi voilà donc ce qui tempérait aussi le côté un petit peu de discours genre bah voilà c'est des films hyper féministes et tout ça la gynécée Oui. contre le voilà alors que non Non, les discours sont le vraiment despotisme se fait à le despotisme, quel que soit le genre. il n'y a pas de genre, quoi. Voilà, il y avait ce truc-là. Mais je pense que c'est voilà, c'est hyper fascinant, de toute façon, la complexité de ces films, parce que effectivement, il y en a un en fait qui a un trajet heureux hein, quelque part, hein, mais c'est Dementus qui a une sorte de rédemption quelque part. Dementus, il a une rédemption parce qu'il devient un putain de péché en fait quoi. Et ça, mais tu dis, mais cette idée-là, tu dis, mais qui peut avoir une idée aussi tarée que ça? D'ouvrir un film sur une jeune fille qui cueille une pêche, qui garde le noyau et qui va le planter Pendant 20 dans ans, celui qui l'a empêché de bouffer la pêche pour qu'il devienne un péché. C'est ça l'histoire de Furiosa quoi. et qui emporte C'est une pêche du péché avec elle. Et c'est un truc de malade quoi. C'est un truc de malade. Et effectivement quand tu vois la gueule de Dementus qui est tout rachitique et qui est heureux quand Furiosa lui dit bah, c'est notre premier fruit. Eh ben oui, mais Dementus, il y en a bien qui a pu enfanter, qui a pu donner la vie. Eh ben c'est bien Une Dementus, vie pure. quoi. Et il a donné, un fruit en fait quoi. Et c'est taré, c'est lui qui a ça. Et c'est génial en fait à revoir le film à pareil. Il y a ce truc de chapitrage là. Tous les chapitres. Oui, qui est problématique. Moi quand j'adore même. moi. Enfin au début, j'étais assez directement cueilli par le truc, mais j'aimais bien. Je sais que donc pour la petite histoire que voilà c'était pas prévu ce truc là mais c'est la monteuse et femme de George Miller qui lui a dit les chapitres ça pourrait être pas mal. Moi ça rajoute un truc de distanciation que je trouve très propre au film, c'est bourré d'effets de distanciation, tout comme le fait que les Warboys soient pas effectivement les Warboys de Fury Road, ça soit des proto-Warboys qui sont pas vraiment la même forme que dans Fury Road. Il y a plein de trucs, l'effet du bouffon de Smeg là, qui fait que l'historian Joe, le fait qu'il y ait un narrateur qui intervienne, il y a que des effets de genre il y a Faut prendre du recul. la Avec, représentation, on vous elle montre est une histoire, inclue. mais prenez Voilà, du c'est ça. recul avec ce que vous êtes en train de Le voir. fait que voilà, tu as ce patron de Gaston qui peigne cette peinture, qui
pourrait trouver un troublant écho avec Rictus qui lui ne peint pas mais collectionne les poupées et soit un pédophile, et l'autre il peigne des nymphes. Tu dis c'est très étrange, mais c'est que des effets où le film réfléchit un peu sur la représentation et la transcendance un peu. Il y a un truc comme ça. Tout en ayant un vrai raccord avec le fait que, tu vois, par exemple, quand j'ai vu la peinture, moi j'ai pensé au fait que les puissants ont à la fois l'eau, la nourriture, et en même temps ils gardent aussi l'information via Historyman par exemple. Ils ont aussi l'art, et c'est eux qui et les autres vivent sous la terre, et voilà. Complètement. Et pour finir juste sur tous les chapitres qu'il y a, que ce soit le Sons of the Wasteland, The Stowaway, qu'est-ce qu'on a sinon alors attention, je les ai notés, je regarde ça vite fait, mais Homeward et Beyond Vengeance, tous les noms de chapitres qu'on pourrait croire être que des étapes initiatiques de Furiosa, si tu regardes bien, à chaque fois, il s'applique aussi à Dementus, quoi. C'est Dementus, il est plus ou moins dans un état de son trajet de personnage qui correspondent complètement avec les noms de chapitres et tout ça. Donc on est vraiment dans des trajets complètement égaux mais inversés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est une icône qui passe à une sorte d'enveloppe charnelle, et tu as un être humain en devenir qui va devenir une sorte d'icône. Mais en devenant une icône, Furiosa, elle perd complètement contact avec son humanité. Alors que que Dementus, lui, en perdant son statut d'icône, il va se reconnecter avec son humanité. Et c'est assez taré. Enfin, il y a un truc qui est génial là-dedans. Et ben c'est parfait pour terminer tout ça en fait. Et puis on invite tout le monde évidemment. Et il y aurait encore plein de trucs. Non, mais on reviendra évidemment sur Furiosa. On n'a pas raconté tout ce qu'on avait envie de raconter, mais on sait très bien aussi qu'au long de cette année et puis dans les années prochaines, on pourra revenir sur Furiosa, puisque on se doute un petit peu que c'est un film, même si en effet il rencontre pas son public en salle, il va retrouver son public après, comme d'autres films malheureux comme celui-ci. Donc on aura l'occasion, et on sait aussi déjà en fait que dans l'émission de fin d'année par exemple, on aura un long moment où on pourra évoquer Furiosa comme on avait pu le faire pour Fury Road. Il faut malgré tout, il est temps encore d'aller le voir en salle, puisque c'est là qu'il faut le voir, même si moi j'ai eu le malheur de le voir dans la petite salle de l'Arvor, parce que l'Arvor le dimanche matin le passait dans la petite salle et pas dans la grande. Malgré tout, j'ai été assez estomaqué en fait, et puis c'est vrai qu'on n'a pas évoqué par exemple la longueur. Le film dure une demi-heure de plus ou 20 minutes de plus que Fury Road. C'est assez fascinant quand le film se termine, merde déjà en fait, c'était en termes juste de plaisir de spectateur, c'était exceptionnel. Voilà, tous ceux qui sont emmerdés à côté de notre émission et qui se disent que c'est prétentieux, je sais pas quoi. Jamais justement. Donc l'objet est évidemment un spectacle formel, et c'est un pur film d'action assez exceptionnel. Et s'il y a un film à voir cette année au cinéma, évidemment c'est Furiosa. Donc courez voir Furiosa. Vous pouvez aussi réécouter cette émission si elle vous plaît autant que le film, et la réécouter 5 fois ou 6 fois sur le site de Canal B. Elle est en podcast bien évidemment, et puis malgré tout on fait de la publicité, puisque là on enregistre, et 1 heure avant nous les copains d'Antonin Godard ont dû faire à peu près la même émission que nous, en moins bien évidemment. Mais bon, si vous êtes prêts à écouter Antonin Godard, allez-y, ils ont fait leur émission sur Furiosa, les copains de Capture Mag aussi, tous les gens de bon goût, grosso modo. Discordia aussi. Discordia, voilà. On évoquait ce film, croyez ces gens, croyez-nous, et puis si vous ne croyez pas, faites votre avis en allant voir ce film. À très bientôt. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao. Des bisous. That's what you call a satellite. Miss Kitty told us about those. They used to bounce messages across the earth. Shows. Everyone in the old world had a show. Do you think there's still somebody out there? Sending shows? Who knows? Those are the plains of silence.